Madame, monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure de votre émission Le Point. Le Point, d'émission débat de la RTDS qui est consacré à nos amis journalistes et analystes politiques pour décrypter l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous des confrères journalistes avec qui nous allons passer une heure de temps pour analyser les principaux sujets qui ont marqué cette semaine. Pour nous accompagner, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Abbas Issaka, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Delta Santé. Voilà. Également sur ce plateau, Jérôme Soussou qui est le directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Jérôme, bonsoir. Oui, bonsoir Daniel, c'est un plaisir pour moi de retrouver le plateau de la Delta Santé, voilà, de l'émission Le Point. Voilà. Bonsoir donc à tous qui nous suivent actuellement. Voilà, c'est également un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau après ce long moment d'absence. Nous allons, mesdames et messieurs, ouvrir les échanges avec ces sujets. Vous savez que le Togo traverse actuellement une crise sociopolitique qui choque plus d'une personne. Nous allons suivre cette manifestation des élèves qui a eu lieu en milieu de semaine. Nous allons suivre le reportage juste après. On revient sur ce plateau pour les échanges. Ils étaient très nombreux les élèves à battre le pavé ce matin. Objectif, exiger le retour dans les salles de cours de leurs professeurs et instituteurs qui, on le sait, sont en grève depuis la semaine dernière pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Après avoir fait le tour de plusieurs établissements, les manifestants ont chuté devant l'Institut technique Ora et Labora, une chute qui n'est pas sans conséquences. Nous sommes aussi sous le coup de la surprise. J'étais en plein cours dans des cris qui viennent de l'extérieur. Et en même temps, des projectiles sont envoyés par-dessus la clôture. Ce qui fait que notre voiture est endommagée, vous faites comme ça, les tuiles, les nacos et des blessés. Il y a même des blessés graves qui viennent d'être évacués à l'hôpital. On était vraiment surpris. Franchement, nous ne nous attendions pas à ça. C'est vraiment déplorable qu'au Togo, il ne se passe des choses comme ça en ce jour. Une fois leur objectif atteint, les frondeurs ont mis le cap sur le collège Notre-Dame des Apôtres. Mais plus de peur que de mal. Leur présence n'a été que dissuasive. Au vu de ces manifestations constatées ça et là, le gouvernement a tout simplement décidé de la fermeture des établissements scolaires, de l'enseignement général, de l'enseignement technique tant public que privé, à compter de ce mardi jusqu'à nouvel ordre. Voilà, retour sur ce plateau, chers invités, vous venez de suivre cet élément, des enfants à nouveau dans la rue de Lomé. C'est la seconde fois que nous assistons à une telle situation. Abbas Issaka, après avoir visionné ces images, quel est votre premier commentaire d'entrée du jeu? Je pense que cette situation-là est très dommageable et déplorable parce que vous avez vu comment les enfants sont armés jusqu'aux dents avec les gourdins, des pierres, et toutes sortes pour aller faire déloger leurs camarades des salles de classe. Et on dit souvent que lorsque un serpent te mord, il faut avoir peur d'un ver de terre. Voilà. Et je pense que c'est dans cette situation, avec ce qui se passe, avec les casques qui sont produits, qui a amené le gouvernement à fermer les écoles pour au moins maintenir la paix. La paix dans la cité. Et puis quand on prend ces événements, c'est tout comme si c'était synchronisé. Parce qu'au même moment où ça se passait à Lomé ici, ça se passe à l'intérieur du pays. Moi j'étais à Tchévier et c'était aux mêmes scènes que nous avions assisté. Il y avait les élèves qui sont sortis nombreux. Ils ont bloqué la circulation, la seule voie qui mène à l'intérieur du pays, donc la nationale 1. Après, il y a certains qui sont allés déloger certains à coups de massue et autres, leurs collègues des classes et qui sont venus en train de crier il faut payer nos enseignants, il faut payer nos enseignants. Donc tout ceci là, ça veut dire qu'on est en train d'aller à peut-être un drame. Vous avez vu les élèves qui sont blessés. Voilà. Si il y avait l'intervention au moins aussi de la police, qu'est-ce qui allait advenir? Donc ça veut dire que cette situation allait être un peu pire si ça continuait, si les écoles étaient... Parce que vous avez vu, il y a certains enseignants qui disaient qu'ils étaient en train de donner même les cours quand les élèves
venu d'une manière un peu violente. Il a dû prendre ses jambes au cou, sinon il allait être la cible. On allait même le lyncher complètement voilà. là-bas. Donc, cette situation-là, je pense que par rapport à ça, il faut gérer aussi ce qui se passe. Parce que ce n'est pas seulement les élèves. Quand on voit ces manifestations-là, on peut se rendre compte qu'il y a parmi les élèves là, ceux qui savent qu'ils ne vont pas réussir parce que par rapport à les choses, et même les délinquants qui profitent de l'occasion pour aller s'aimer du désordre et faire des casses. Voilà. Jérôme Sossou, vous avez également suivi très attentivement un peu la situation en milieu de semaine avec cette marche des élèves. Comment vous analysez cela? Non, mais c'est vraiment dommage qu'on assiste régulièrement à ces scènes qui n'honorent pas du tout l'image du Togo. Le gouvernement qui, à mon avis, est en train de faire une fuite en avant par rapport à ses responsabilités, nous amène à assister à ce genre de scènes. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi. Est-ce qu'en 2012, je crois, la même scène s'était produite avec la mort malheureusement de deux élèves à Dapaon. Et puis encore, on laisse la situation pourrir jusqu'à ce jour pour qu'on se retrouve encore en face de ces mêmes scènes-là. Alors je me demande ce que le pouvoir véritablement attend pour résoudre définitivement ce problème. Je crois que les revendications des enseignants ne datent pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui est pratiquement vieille, de plus de, je crois, 8 ans ou 9 ans, parce que tout avait commencé en 2006 avec le dialogue social, etc., et avec le point de mire en 2012, lorsque la STT a été créée avec les revendications régulières et permanentes. Donc je crois que le gouvernement devait prendre la mesure de la chose en cherchant à résoudre profondément cette situation, ce problème-là de revendication. Et donc, ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce jour, c'est ça qui amène à ces grèves répétitives qui conduit à ces dérapages des élèves. Voilà, Abbas Issaka, on a l'impression que le gouvernement n'a pas tiré les leçons des grèves précédentes, parce qu'avec la mort des deux élèves de Dapaon, comme le soulignait tantôt à Jérôme Sossou, on n'a pas tiré des conclusions, parce que la situation perdure, la situation des enseignants n'a pas été... Le problème dans les revendications n'a pas été satisfait. En fait, ce n'est pas seulement les enseignants. Il s'agit de l'ensemble de l'administration publique, des agents de l'administration publique. C'est les agents de la fonction publique qui réclament le relèvement de leur grille indiciaire, parce qu'ils posent le problème de 280 points qui devait amener à faire de telle sorte qu'au moins le SMIC soit un peu plus élevé. Mais c'est que lorsqu'on parle d'enseignants et de l'agent de santé, c'est parce que c'est là que la grève est plus ressentie. Sinon, c'est pour l'ensemble des agents de l'administration publique. Et lorsque la pression était arrivée où ils ont obtenu les 20 000 et les 30 000, c'est à l'ensemble des agents de l'administration publique que ça a profité. Voilà. Lorsqu'on a demandé, il y a les retenues qui ont été payées et qui vont être payées pour les 9 millions 900 000. C'est l'ensemble des agents de l'administration. Ce n'est pas seulement uniquement les agents de la santé, voilà, de l'éducation. C'est ce qui se passe. La même chose s'est passée la semaine dernière avec le Burkina Faso, où c'est l'ensemble de l'administration aussi qui était en grève, mais c'était plus ressenti au niveau des enseignants et de la santé. C'est la même chose. Donc il faut prendre la mesure de la chose. En principe, depuis que c'est en 2012 ou 2013 où il y a eu ces incidents, ces drames à Dapaon, on devait prendre la mesure des choses, le gouvernement devait prendre la mesure de la chose et amener les uns et les autres à trouver solution. Parce qu'on dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Si lors des négociations qui étaient ouvertes en temps, le gouvernement dit voilà, vous demandez ceci, voilà ce que moi j'ai à vous donner. Au moins, les gens pourraient s'entendre. Parce que quand on va à une négociation, si quelqu'un met la barre haute, il y a un autre qui dit bon, voilà ce que moi j'ai. Et c'est une sorte d'entente, c'est un conflit où les gens peuvent, les protagonistes peuvent arriver pour faire des concessions. Mais si on fait ces concessions-là, et puis très souvent on dit qu'on va vous faire ceci, on va vous faire cela, et puis on ne fait pas, ça devient des promesses qui ne sont pas respectées. Ces promesses-là
qui font que nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Voilà. Maintenant, il faut ouvrir un dialogue sincère et volontaire pour que cette situation-là ne peut plus arriver. Voilà. Vous parlez d'un dialogue sincère qu'il faille forcément ouvrir, mais les écoles sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait de l'éducation des enfants? Déjà, en milieu de semaine, nous apprenons que certaines femmes ont manifesté pour réclamer la réouverture des écoles. Mais est-ce qu'on va toujours fermer les écoles comme ça tout le temps? Oui. Avant d'arriver à votre question, permettez-moi que j'ajoute un petit mot à ce que disait mon frère. Il ne faut pas oublier que ceux qui constituent les fonctionnaires de l'administration, ce sont ces personnalités-là qui travaillent pour le maintien financier de l'État. Voilà. Cela veut dire qu'au niveau des finances, il y a des gens qui savent comment ça se passe, voilà. qui connaissent toutes les entrées, toutes les sorties, tout ce qu'on fait en matière d'économie pour le pays. Et donc, on ne peut pas se mettre à se dire à chaque fois à ces personnalités-là ou à ces fonctionnaires-là, comme quoi il n'y a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci. Alors que, contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on fait dans la pratique est beaucoup plus différent à ce qui se passe. Cela veut dire tout simplement que quand on est en train de flouer, de tromper les fonctionnaires, on dit qu'il n'y a pas de l'argent. Même en même temps, on mobilise beaucoup d'argent pour les législatives. Et en même temps, pour la présidentielle qui se pointe à l'horizon, alors qu'en réalité, rien ne pousse véritablement le Togo à forcément aller aux élections. Il faut aller aux élections parce que... Je suis d'accord qu'il faut aller aux élections, mais pour l'heure, il y a des problèmes de base qu'il faut régler. Maintenant, on mobilise plus de 10 milliards pour les élections. Et à côté de tout cela, il y a ces problèmes qui amènent à ces dérapages dont nous parlons. On offre à l'état-major plus de 80 véhicules qui coûtent à plus de pratiquement 1 milliard. Alors qu'avec 1 milliard, on peut tenter de résoudre le problème. Du moins, les 900 millions dont parlaient, les 909 millions dont parlaient les enseignants, on pouvait quand même résoudre, en attendant les véhicules-là, on pouvait résoudre ces problèmes-là avec l'argent de ces véhicules-là. Ça là, si véritablement on veut que le pays soit véritablement apaisé, on pouvait quand même passer par à régler de façon spontanée. Maintenant que les écoles sont fermées, et je me demande est-ce que régulièrement le gouvernement va se mettre à fermer les écoles. La grève n'est pas seulement dans le secteur éducatif, la grève est aussi dans le secteur de la santé. Est-ce qu'un jour, le gouvernement sera tenté de fermer les hôpitaux aussi? Puisqu'on ferme les écoles, cela nous amène à réfléchir qu'un jour, on va fermer les hôpitaux. Mais si régulièrement, on ferme les écoles et qu'on ne tente pas de résoudre profondément ces problèmes pour que les élèves ne se retrouvent pas à la maison, c'est déplorable. Voilà. C'est ce que j'appelais fuite de responsabilité. Si on a fermé les écoles, il y a des conséquences. Il y a tellement de conséquences. Voilà. Les cours sont perturbés. Comment peut-on le découpage scolaire est négligé. Beaucoup de choses rentrent en jeu. Les élèves sont dans la maison. Ils traversent n'importe comment dans les rues. Voilà. Ils font des jeux brutaux. Et il y a beaucoup de choses qui... Voilà. La situation est en train de se détériorer, surtout dans le domaine de l'éducation. Nous avons même appris que le ministre des enseignements primaires et secondaires a demandé une lettre d'explication aux enseignants du fait d'avoir organisé cette grève. Est-ce que c'est normal? Parce que ces personnes revendiquent les droits. Oui, c'est ce qui court comme information depuis quelque temps. Et puis, on a parlé des menaces sur les responsables de la STT, tout ça là. Donc je crois que ces situations-là ne sont pas là à arranger les choses. Je sais que le ministre de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires a eu à rencontrer les centrales syndicales et les syndicats des parents d'élèves pour leur expliquer la raison de la fermeture des écoles. Et cette raison, je pense que c'est par rapport aux violences qui sont en train d'être vues à ça. Et ça va conduire à certaines conséquences. C'est que il faut chercher à recadrer l'année scolaire. Du moment où c'est déjà des cours qui sont perdus pendant, si c'est 1 semaine, 2 semaines, c'est déjà grand pour les élèves
surtout ceux-là qui vont aux examens. Et les examens, il faut savoir que peut-être que ça peut commencer à partir du mois de mai. Voilà. Les années dernières ont été très perturbées par ces grèves. On a assisté à ce retard au niveau de la rentrée même scolaire. Au niveau de la rentrée scolaire. Est-ce que on va assister peut-être à ça? Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand les écoles vont rester fermées. Oui, cette fois-ci, on est en train d'apprendre que certainement il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour que, au moins d'ici demain ou dans le week-end, le problème soit un peu réglé. Parce que sur cette situation, nous avons appris qu'il faut au moins 17 milliards pour régulariser le système de... 17 milliards. C'est énorme. Pour régler le problème des agents de l'État. Voilà. Ce problème n'allait pas se poser si on nous parle de 50 000 fonctionnaires, mais vous avez vu qu'il y a souvent un problème de volontaires qu'on a reversé dans la fonction publique. Il y a souvent aussi les militaires aussi qu'on a reversé, et ça a gonflé le nombre de choses. Donc tout ceci-là se retrouve dans la même liste, et c'est ceux-là qui vont entrer dans la lignée de ces 17 milliards-là. Et je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. Et on apprend que les discussions aussi ont repris. La fermeture des écoles n'empêche pas le fait que les discussions puissent reprendre. Mais nous voulons que cette discussion-là aille dans le droit chemin, que chacun donne de sa volonté et de sa sincérité pour que dans les plus brefs délais, les écoles puissent rouvrir. Et si au moins la semaine prochaine, on peut rouvrir les écoles, c'est mieux. Voilà. C'est déjà bien. Je vais vous proposer, chers confrères, d'avancer dans les échanges. Nous allons aller plutôt sur un autre front, parce que nous avons également appris que dans nos hôpitaux, c'était les galères. Les agents les médecins ont aussi organisé une conférence de presse pour nous montrer quelques-unes des raisons pour lesquelles ils manifestent. On va suivre l'élément et tout juste après, on reviendra pour les échanges. L'ambiance générale de la santé. Les responsables du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo étaient tous présents face à la presse nationale et internationale ce jeudi matin. Objectif, faire l'état des lieux des équipements et matériels de soins dans les structures sanitaires du Togo. L'objectif de la rencontre était d'informer un peu le public de ce qui se passe réellement par rapport aux revendications qui ont conduit à la grève actuellement et par rapport aux déclarations de M. le Premier ministre. Alors, lors de la conférence, nous avons présenté un peu l'état des lieux des structures sanitaires et l'état des lieux aussi du budget de la santé par rapport aux différentes recommandations, notamment les objectifs du millénaire. Et c'est un état désolant, il faut le reconnaître. Vu les images qui ont été présentées, nos hôpitaux ne respectent pas les normes internationales sanitaires. Face à l'état actuel des matériels de soins et d'équipements, couplé des conditions de travail moins confortables des agents de santé, d'une part, et face au silence du gouvernement à plancher sur la question, d'autre part, les responsables du SYNFOD ont exprimé leur ras-le-bol. D'ailleurs, cette situation met plus en courroux ces agents de santé pour le simple fait que, selon eux, les autorités elles-mêmes ne viennent pas se faire soigner dans les centres hospitaliers publics. Autrement, selon eux encore, elles pourraient toucher du doigt le problème. Monsieur le Premier ministre a eu à dire que les ministres de la République ne se font pas soigner dans nos structures sanitaires. En fait, tel qu'il a décrit, tel qu'il a parlé, ces structures sanitaires sont réservées à une catégorie de personnel. À suivre ces discours, et vraiment c'est très décevant d'écouter un tel discours de la part du premier responsable du gouvernement. Dans tous les cas, en attendant que des solutions idoines soient apportées aux difficultés auxquelles les agents de santé sont confrontés dans leur secteur, pour l'heure, les populations à faible revenu doivent continuer par se soigner dans les centres hospitaliers publics, pendant que les nantis, elles, s'offrent le luxe et la qualité dans les privés et à l'étranger. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro Jérôme Sossou, directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux, et Abbas Isseka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Je vous disais en introduction que nous allons aborder le second front de ces manifestations, à savoir celui des médecins. Ils ont tenu une conférence de presse en semaine pour nous parler un peu des raisons qui les motivent à aller en grève. Le premier élément, c'est l'état de vétustes comment on appelle, des équipements, des infrastructures. Je ne sais pas. Oui,
on en est là, lorsque le Premier ministre était monté au chrono pour, comment appelle-t-on, pour narguer tout le peuple togolais. Et je suis désolé que la phrase qu'il avait prononcée, selon laquelle aucune autorité ne viendrait se faire soigner dans les hôpitaux ici, n'a pas coûté son pouce. Je crois que dans les plus grandes démocraties, dans des pays normaux, dans des pays civilisés... le Togo en est un. Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, sincèrement, je ne pense pas qu'ailleurs, cette phrase-là, cette portion de phrase-là... Vous allez lui valoir une émission. Vous savez, avec... vous prenez la France, par exemple, vous prenez le Bénin, par exemple, vous prenez d'autres pays, par exemple, le premier responsable, le premier ministre de surcroît, qui vient dire qu'aucune autorité ne viendrait se soigner dans les hôpitaux de la place. C'est pourquoi les matériels sont vêtus, c'est pourquoi on a laissé les hôpitaux dans ces états-là, et que le Premier ministre va aller dormir, se réveiller demain pour encore se saper, mettre sa cravate pour venir au boulot, et que cette phrase-là ne va pas lui coûter son poste. Mais je suis désolé de constater que M. Faure Gnassingbé n'a pas réagi jusqu'à ce jour par rapport à ça. C'est une erreur assez grave. Et vous avez vu que la considération que donnent nos dirigeants d'abord, qui ne donnent pas de considération. Sinon, et par rapport à même cela, plus loin, il a dit que si les médecins ou les enseignants, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais fait des grèves pour demander l'amélioration de l'état de ces hôpitaux-là. Et je me suis dit alors que Monsieur le Premier ministre pousse les syndicalistes, les syndicats là, à aller régulièrement à la grève avant qu'on ne sache que dans les hôpitaux, il n'y a pas le dialyseur, il n'y a pas le scanner, que l'état le bloc opératoire ne répond plus. C'est dégueulasse de constater que les premiers dirigeants font des choses comme ça. Et ce que j'ai encore constaté de plus grave, c'est que au lieu d'aller de tenter d'amadouer un tout petit peu ou d'emmener un tout petit peu ces personnalités-là à se sacrifier plus davantage, je constate que dans le gouvernement dans les différents gouvernements, avec l'avènement de M. Faure Gnassingbé, il n'y a que ou la plupart du temps, que des ministres plus arrogants, plus suffisants. Mais franchement, ça ne fait pas du bien. Voilà. Vous voyez, on reviendra un peu sur rapidement, voilà, il faut quoi, voilà. Depuis la dévaluation du franc CFA depuis 1994 jusqu'à ce jour, c'est seulement le Togo qui n'a pas augmenté régulièrement le salaire à ses fonctionnaires. J'ai suivi la dernière fois la télévision gabonaise. Les fonctionnaires du Gabon étaient en grève. Pourquoi? Parce qu'en décembre, lors du discours du 31 décembre, le président de la République a promis qu'en janvier déjà, il va améliorer les conditions. Alors que le SMIC déjà au Gabon est à 80 000 francs. Et les fonctionnaires étaient en grève pour que le SMIC augmente à 300 000 francs. Alors qu'au Togo... C'est une hausse considérable. Voilà. Bassi Saka, je le disais, c'est parce que vous avez la même lecture de la situation que le confrère Jérôme Soussou. C'est au niveau de l'hôpital. Oui, l'hôpital, effectivement. Je pense qu'au niveau de l'hôpital, le constat était clair. Et que le matériel est totalement vétus. Et vous arrivez, vous amenez même votre patient au niveau de CHU Sylvanus Olympio. Peut-être que si vous n'avez pas la chance, il va vous revenir mort. Parce qu'on dit souvent là-bas, on rentre OK et on sort KO. La manière dont... c'est un mouroir. Puisque la manière dont ils ont expliqué, ils ont dit qu'on n'arrive même pas, même le bloc opératoire, la porte... On a vu des images vraiment... Oui, ça ne se ferme pas. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en train d'opérer un patient, c'est que les mouches peuvent rentrer, tout ça là, c'est des contagions. Donc il faudrait revoir cela. Et je pense que peut-être que le Premier ministre a mal posé le problème à ce niveau, où il disait que au lieu de réclamer
la meilleure condition de travail, c'est-à-dire avoir de bons matériels pour mieux soigner les malades. Les médecins se sont focalisés seulement pour demander leurs meilleures conditions de vie. Donc il fallait que, en le faisant, au moins, qu'ils disent que au niveau du matériel, parce qu'on ne peut pas être bien payé et arriver à l'hôpital travailler dans de mauvaises conditions. Mais ils l'ont fait. Ils ont revendiqué ça, mais même s'ils n'ont pas soulevé ça. Oui, ils n'ont pas soulevé ça. C'est pour ça que j'ai dit que le Premier ministre, peut-être dans sa colère, a mal exprimé là-bas. Donc il fallait allier l'ensemble de ces revendications. Et puis, je me dis qu'il y a un directeur de l'hôpital et on nous parle d'un budget autonome du CHU. Et ce budget autonome-là, à quoi ça sert? Parce que quand on fait des soins, après des soins, c'est de l'argent qu'on comprend. Et ce matin, j'ai suivi même l'intervention de la conférence de presse. On disait que pour faire le scanner, il n'y en a pas, et que c'est souvent dans les cliniques privées que les gens vont s'aligner pour faire... Et pourtant, on avait un nouveau scanner au CHR. On nous a dit que ça n'a jamais fonctionné. Selon les explications, la personne a dit que c'est un scanner qui a été lancé à Grand Pont, et que finalement, elle s'est retrouvée que c'est un scanner qui ne fonctionne pas. Donc, les gens viennent pour faire le scanner, il n'y a pas de scanner, ils sont obligés d'aller dans des cliniques privées. Des gens qui accouchent et qui ne trouvent même pas de lit, de matelas pour se coucher, même le sol. Mais nous sommes en pleine ville, après tout. En pleine ville, après tout. Voilà. Et un autre problème qu'ils ont soulevé, c'est le fait que les malades, les patients, dans leur chambre d'hôpital là-bas, ils font leurs besoins dans des sacs plastiques. Et alors que les gens sont venus se soigner, et devant les autres, ils font leurs besoins dans des sacs plastiques pour aller jeter où? Donc tout ceci-là, l'hôpital, le directeur, la direction de l'hôpital devait veiller à ça. Parce qu'il y a des femmes d'entretien, ceux-là qui vont faire le ménage, puisqu'on parle de l'environnement. On ne peut pas se permettre dans un hôpital où il faut aller et revenir avec une bonne santé, se retrouver dans ces conditions. On ne peut pas entrer OK et sortir KO. On peut pas entrer, on sort KO. Parce qu'il y a des malades qui sont morts comme ça. La personne arrive pour un petit soin et on ne trouve pas le médicament. On dit qu'il n'y a même pas de seringue, il n'y a même pas de gants, il n'y a même pas de coton. On vous dit que c'est à vous d'aller chercher tout ça là pour venir soigner votre malade. Le temps que vous allez chercher ces produits-là, vous revenez, le malade est déjà parti. Voilà. Oui, bien sûr. On nous a parlé, on nous parlait, là, je suivais les médecins la dernière fois qui nous parlaient de 10 milliards qui ont été offerts pour justement mettre dans de bonnes conditions les hôpitaux. Mais jusqu'à ce jour, ces 10 milliards n'ont servi à rien du tout. Ils ne connaissent même pas la traçabilité de ces fonds-là. On ne sait pas là où le fonds est allé. Et donc, si on peut gérer un pays de cette manière-là, c'est dégueulasse. Et dans le développement de mon confrère tout à l'heure, il tentait de revoir ou de recadrer ce que le Premier ministre disait. Si le Premier ministre même savait que, puisqu'il le disait, parce qu'il disait que si c'est que les enseignants réclamaient les meilleures conditions du travail, que lui-même serait à leur côté pour les accompagner. Et donc, je me dis que le Premier ministre sait pertinemment que dans les hôpitaux du Togo, il n'y a pas de matériel et que les quelques matériels qui existent sont dans un état de vétusté très avancé. Et donc, pour ce faire, normalement, on ne devait pas demander aux fonctionnaires là, le personnel soignant, d'aller à des règles répétitives avant qu'on n'alimente ces hôpitaux-là. Et donc, moi, je suis sincèrement sidéré d'entendre le Premier ministre, le chef du gouvernement, faire ces développements-là. On a quelques images à l'antenne tout à l'heure, l'image même de la morgue. Regardez l'entrée de notre morgue dans un état de délabrement très avancé. Et c'est vraiment déplorable, hein, même la morgue. Oui, la morgue. Et puis, bon, la dernière fois, il venait, il disait que il n'y a pas de morgue, hein, vous avez montré l'image tout à l'heure. C'est ça, ce n'est pas une morgue. Moi, je crois même que la morgue privée d'Anero est meilleure par rapport à la morgue qu'on nous présente là. Et c'est la plus grande morgue du Togo. Vous voyez, et le Premier ministre
dit qu'on a pris les cadavres en otage. Oui, mais il a dit ça. Qu'est-ce qu'on a mis à la mort pour que les gens ne fassent pas de grève? Et donc, moi, je crois que les premiers dirigeants du pays doivent quand même faire des examens de conscience pour se dire que véritablement, ils ont fui leurs responsabilités et que le pays là est complètement dans le désastre. Et donc, il leur revient de faire en sorte, si des gens vont en grève, de trouver des solutions durables à ces grèves-là, au lieu de vouloir encore narguer le peuple togolais par rapport à... Les choses risquent de se compliquer, Yabassi Saka, dans les semaines qui viennent, parce qu'on annonce également d'éventuelles grèves de 6 autres centrales syndicales. À partir du 24. À partir du 24, voilà. Oui, c'est ce que je dis que si les 6 centrales syndicales ne rentrent pas dans la danse, c'est qu'on va les traiter de tous les noms d'oiseaux, puisque c'est eux, par leur comportement, qui a fait que la CSTT est créée. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas pu représenter valablement les agents de l'État. Ils n'ont pas pu défendre l'intérêt des agents de l'État. Ce qui a amené à ce que la synergie sorte avec une nouvelle méthode de lutte où il faut d'abord consulter la base avant de prendre une décision. Donc, si les 6 centrales syndicales, parce qu'elles ne veulent pas mourir, c'est là qu'elles ont décidé d'accompagner. Et elles ont lancé un préavis de grève pour le 24. Voilà. Ils attendent de voir la réaction du gouvernement. Ils disent si le gouvernement ne réagit pas, ils ont encore un délai de 10 jours pour commencer leur grève. Voilà. Ce qui veut dire que pour le moment, dans ces périodes-là, on pouvait arriver à s'asseoir et à trouver des solutions. Parce que quand on fait la grève, ce n'est pas les gens là, ceux qui sont en grève qui en pâtissent, c'est les parents d'élèves, c'est les élèves, c'est nous qui supportons, c'est les malades également qui supportent le coup. Lorsque on fait dans la fonction publique, quand les gens ne vont pas, c'est l'économie aussi qui est au ralenti. Les dossiers qui sont là en instant d'être signés, on dit que le directeur de cabinet n'est pas arrivé. Les agents là qui devaient saisir le document sont en grève. Tout ceci là, ça ralentit l'administration. Donc, je pense que les gens vont faire tout pour trouver de meilleures solutions et durables également pour qu'on ne tombe pas dans des travers, surtout dans l'économie togolaise, dans le retard de l'éducation et dans les soins de nos populations. Voilà, je vais vous proposer, chers confrères, d'avancer et d'aborder tout précisément la dernière ligne droite de cette émission. Elle sera consacrée à l'aspect politique et particulièrement de l'ACN. Nous avons appris la semaine dernière la démission de certains membres du parti ONU au pouvoir, une démission qui a amené plusieurs d'entre nous à se poser des questions. Jérôme Sossou. Non, ce n'était pas des démissions, parce que tout a été clarifié par après que les représentants de l'UNIR ou du RPT UNIR à la CENI n'ont pas respecté les consignes. Donc, ils ont été débarqués tout simplement, purement. Et ce qui a été beaucoup plus... ce qui m'a fait beaucoup plus rigoler, c'est que on les a fait démissionner par vague. Il y a 4 qui ont été poussés à la démission en un premier temps et après le 5e est venu. Mais j'ai suivi un peu le ministre de l'administration territoriale, M. Gilbert Bahora, qui en fait est un cadre de UNIR, qui disait qu'il ne trouve pas d'inconvénient si des gens, par convenance personnelle, ont démissionné. Et je me suis posé en même temps la question de savoir, dans une même institution, au même moment et à la même période, 4 personnes vont avoir la convenance personnelle de démissionner en même temps, et par après, la 5e personne vient s'ajouter au groupe. Et pourquoi est-ce que ça ne se comprend pas du tout? Et donc, monsieur le ministre avait tenté d'expliquer, mais il n'avait convaincu personne du tout. Et donc, tout ce qu'on avait dit, toute l'information qu'on avait eue par après, c'est que par faute de rendre compte que ces membres ont été poussés dehors. Et le lendemain, on a encore fait remplacer par vague. 3 étaient arrivés, ont prêté serment devant monsieur
le président de la Cour constitutionnelle Assouman. Et puis par après, on a attendu plus de 48 heures pour chercher les oiseaux rares. Ils pouvaient quand même respecter à la lettre ces consignes. Et on a trouvé en tout et pour tout 5 caciques, 5 barons, 5 conservateurs du pouvoir qu'on a ramenés. Parce que tous ceux-là qu'on a fait remplacer ou qui ont remplacé les 5 démissions ou poussé à la démission, on a connu un peu leur parcours. Ce sont des caciques, les conservateurs absolus. Et donc, cela me fait dire en même temps que le RPT n'a rien, ou l'UNI n'a rien de différent du RPT. C'est la même chose, c'est blanc, bonnet, blanc, c'est même pipe, même tabac, c'est... Ils ont pris le même nom, donc ça veut dire que non, franchement, parce que moi je le dis, pourquoi? Parce qu'on nous avait dit ici que l'UNI est venue avec de nouvelles idées, de nouvelles méthodes de faire. Ça se fait sentir sur le terrain. Se faire par rapport à quoi? Oui, mais on voit un peu la manière de gérer l'UNI. Comment est-ce que l'UNI est gérée par rapport à... Quelle est la différence entre la gestion de l'UNI et du RPT? C'est blanc, bonnet, blanc, c'est la même chose. Il n'y a même pas de différence, pas du tout. Un avis que vous partagez pas forcément à Bassi Saka? Non, bon, par rapport à ce qui se passe à la CENI, il faut savoir que c'est un problème profond. Parce que c'est les conséquences des CENI politiques. Voilà. C'est les conséquences des CENI politiques. Nous n'avons pas de CENI technique. Effectivement. Une CENI qui est là pour travailler. Bien que ici, c'est les politiques qui sont envoyés pour défendre leurs lignes, leurs causes. Vous avez vu que la démission forcée des membres de l'UNI à la CENI a immédiatement effacé les revendications du CAP 2015, de CAP 2015, qui disait qu'il se désolidariser du calendrier électoral qu'on était en train de poser. Donc vous avez vu que cette information est venue en même temps mettre sous éteignoir ce qui se passe au niveau du CAP 2015. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on dit que les gens sont là, puisque le problème est très profond au niveau de l'UNI, c'est une ligne politique que vous devez suivre. Si vous êtes envoyé par votre parti politique et les explications qu'ils ont données disent que les gens ne rendent pas compte. Ils ont été débarqués parce qu'ils ne sont pas en train de rendre compte. Lorsqu'ils vont en mission, ils ne viennent pas rendre compte à ce qui se passe. Le parti s'est senti menacé. S'est senti un peu menacé, il n'y a pas de confiance. Voilà. Ce qui veut dire que lorsqu'ils ont pris même la date des élections, le 21 avril, bien c'est le 24 avril. C'est le 21 avril. Puisque ça ne coïncidait pas avec la mi-avril dont évoquait le ministre. Le ministre, la mi-avril coïncidait avec le 15 avril. Le 15 avril, voilà. Donc il fallait qu'au moins le choix parte en fonction de ce que le ministre a évoqué. Donc en parlant du 24 et 21 avril, on n'a pas tenu compte de l'idéologie, de la vie du parti. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Et ceux-là qui étaient débarqués, c'était les premiers, ceux qui étaient à la réunion de la prise de cette décision, les 4, c'est eux qui étaient à la réunion. Le 5e qui a été débarqué, on ne pouvait pas le laisser parce que, à le voir, c'est Barbieb, l'ancien ministre, qui a fait aussi 3 ou 4 mois lorsqu'il a été nommé au ministère des Mines. Et en moins de 3 mois, il a été débarqué. Et c'est le même. Lui n'est pas, en principe, un politique comme ça. Donc, il faut mettre ceux-là qui répondent exactement aux aspirations du parti et qui peuvent faire le travail du parti. Donc, c'est ça qui les a amenés à les faire partir en vague et à ramener ceux-là qui sont là. Donc, le problème à unir est profond. On dit que c'est au niveau de l'opposition qu'il y a des problèmes, aussi des problèmes au niveau de l'UNI, c'est que là-bas c'est caché. On ne veut pas et pour ajouter un petit mot, avec ce qui se passe à la CENI là, ça enlève tout son crédit. Toute la confiance qu'on pouvait placer en cette CENI là, qui à la fin des échéances pouvait quand même donner des résultats fiables, est complètement enlevé. Parce qu'il y a très longtemps, les Togolais ont toujours douté de la fiabilité de tout ce qui se fait, de la vérité même des résultats qui se donnent au niveau de la CENI. Et aujourd'hui,
le parti au pouvoir vient démontrer tout simplement que véritablement la CENI n'est pas indépendante. Parce qu'on a toujours dit que cette CENI-là est opaque. Des gens n'ont jamais voulu l'accepter, surtout le parti au pouvoir n'a jamais voulu l'accepter. Mais avec tout ce qui s'était passé la dernière fois, c'est donné raison à tous ceux qui ont toujours douté de l'impartialité de cette CENI-là. Et donc, avec tout ce qui se passe là, on a peur que les résultats qui seront sortis des yeux ne seront pas véritablement donnés par cette CENI. C'est pour ça que je disais que la CENI au Togo ne pouvait jamais être une CENI indépendante comme M. Jujube Bara a toujours l'habitude de le dire. Une autre question même qui se pose avec Akuité, c'est l'audit du fichier électoral. Comment va-t-on auditer ce fichier? Est-ce qu'il sera possible même de le faire? Parce qu'on sait que la phase des révisions des listes va bientôt s'achever, je crois que c'est le 23, voilà. Mais est-ce qu'après, l'étape consacrée à l'audit sera faite? Je ne sais pas. Oui, vous avez, il y a des partis politiques qui ont déjà réclamé à consulter ce fichier-là parce que ils savent que le fichier n'est pas fiable, avec des morts qu'on n'a pas encore rayés du fichier, avec des mineurs qu'on est en train d'enrôler. Chaque fois, si vous avez suivi une chaîne de la place hier, précisément à Canal FM ou à Dankpen, une source avait appelé à devait décrire tout ce que le chef canton de Dankpen faisait avec l'enrôlement des mineurs qui a posé de véritables problèmes dans le milieu là. Et alors que la CENI a déjà fixé son chronogramme ou sur son chronogramme jusqu'à fixer la date des élections. On se dit maintenant, pour prouver aux leaders ou au peuple togolais la fiabilité de ce fichier-là, il va falloir, juste après, comment appelle-t-on, après les opérations de révision des listes électorales, de faire quoi? De revoir, d'enlever les doublons, de rayer les mineurs qu'on a enrôlés, de rayer les morts et de mettre à jour le fichier et prouver aux gens que le fichier là peut être un fichier qu'on peut utiliser, puisque aussi le fichier c'est un élément de fraude qui amène à des violences. Moi je souhaite qu'à cette élection présidentielle, qu'il n'y ait pas un seul mort, qu'il n'y ait pas de violence. Et donc, il n'y en aura pas justement. C'est le souhait de tout le monde, parce que ça n'arrange personne, ces violences-là. Et donc, pour ce faire, ceux qui organisent ces élections-là doivent se faire des violences pour en sorte que les élections soient plus ou moins transparentes, équilibrées, équitables, pour qu'on évite profondément ces violences. Sissaka, ce problème d'audit, ça se pose avec Akuité, je le disais tantôt. Mais ça se pose parce que c'est le parti des Togolais qui réclamait les audits. Et je pense que l'ANC aussi a demandé à avoir le fichier. Mais seulement au niveau de la CENI, on dit qu'on ne peut pas remettre la base de données, c'est-à-dire le fichier aussi aux partis politiques. On les remet en PDF. Tout selon les tests, c'est que le parti, chaque parti a droit au fichier électoral. Oui. Et on ne parle pas de base de données. Les bases de données, c'est ce qui est rassemblé. Maintenant, c'est ce qui est traité comme données. Mais au Togo, il y a le problème de ce qu'on appelle aller signaler les décès. Est-ce que il y a les certificats de décès qui sont là pour approuver qui a fait quoi. Donc, c'est seulement peut-être la bonne volonté de certaines familles qui peuvent aller dire que moi, je n'ai plus, ce monsieur-là n'est plus de ce monde, donc il ne peut plus voter. Là, je pense que le problème se pose avec acuité au niveau d'aller informer la CENI que voilà, nous avons perdu. Oui, à ce niveau, je crois que la CENI doit sensibiliser. La CENI doit communiquer autour de la chose en disant véritablement que juste après le 23 février, la CENI doit sensibiliser, doit demander par des bandes annonces sur les médias au peuple togolais pour que des gens qui ont des parents
décédés, de les signaler au niveau de la CENI. Si la CENI ne le fait pas, ce problème existera et le fichier ne sera pas du tout fiable. Donc pour moi, franchement, il faudrait que la CENI fasse la sensibilisation autour de la chose, demande à ce que des gens viennent signaler auprès d'elle les parents décédés et des gens qui ne doivent plus se figurer sur ce fichier-là. Voilà, je veux vous proposer également de parler du congrès ou du congrès du parti uni qui s'annonce pour la semaine prochaine. On nous parle du mercredi prochain. Mais il y a tellement de supputations sur ce congrès. On nous annonce déjà certains candidats. On parle de Mme Ingrid Awade qui a démenti. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, Abbas le disait, il y a de véritables problèmes au sein du RPT Unir aujourd'hui. Il n'y a plus la sérénité au sein de ce parti-là, comme des gens voulaient le faire croire aux autres. Les problèmes qui se trouvent au sein de ce parti-là sont beaucoup plus grands que les problèmes que connaissent le politique. Excusez-moi le terme, pour que ces images-là sur la scène publique. Et donc, c'est vrai, on a donné des noms, et on a donné des noms comme celui de Mme Ingrid Awade. Moi, je viens de le lire. Elle a dit qu'elle ne se présente, qu'elle n'a même pas cette ambition pour aujourd'hui ni pour demain. Et donc, on laisse de côté Mme Ingrid Awade, qui n'est pas, en tout cas, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, puisque on a dit par le Congrès, puisque la va aussi constituer l'investiture du candidat. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, Mme Ingrid Awade n'est pas encore candidate, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, pour la présidentielle. Tout ce qu'on sait, c'est que on connaît le candidat unique de UNIR, qui reste M. Fournier, le candidat unique de UNIR. Et donc, forcément, puisque plusieurs associations qui le soutiennent ont déjà fait de tabac, ils ont déjà créé à toute tête à l'investiture de leur champion. Et donc, forcément, à mon avis, la convention du 25 février, puisque on dit qu'elle va se tenir à Kara, et que chaque préfecture sera représentée par 20 délégués, alors qu'on a 36 préfectures, donc ça fait 36 fois 20 qui vont se retrouver le 25 février au palais de congrès de Kara pour justement, à mon avis, investir leur candidat unique, M. Fournier. Donc, de toute façon, on attend de voir jusqu'après les travaux de cette convention, le 25 au soir, pour véritablement voir si les délégués vont confirmer le choix du candidat unique de UNIR, M. Fournier. Le suspense demeure, M. Abbassi Seka, parce que nous avons cru entendre qu'il y a tellement de divisions au sein même du parti. Le suspense demeure. Il se peut que ce ne soit pas le président Faure qui va se représenter. Non, je ne pense pas que le suspense demeure, parce que quand vous prenez UNIR, c'est comme ils ont la discipline là-bas. Quel que soit quoi qu'ils se maintiennent, ils sont solidaires. Parce que quand les gens là, au niveau de UNIR, vous croyez que ça s'est passé depuis longtemps, mais ils sont solidaires à leur ligne politique. Vous avez vu, même avant la proclamation, avant la convention, on parle de convention. Ce n'est pas le congrès, parce qu'il s'agit de congrès pour revoir les tests statutaires et élire un bureau. Aujourd'hui, ça s'agit d'une convention où il faut aller désigner le candidat qui va porter les couleurs du parti. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Mais quand ceux qui citent même le nom de Ingrid Awade, peut-être que c'est une plaisanterie, ils sont en train de plaisanter. Donc ce problème-là, on sait déjà qui est candidat. Et quand, depuis toujours, les débats sont toujours focalisés sur la situation de qui sera candidat au niveau de l'UNI, on a vu comment les associations
en soutien fort, demande à ce que ce soit... Même les députés de l'UNIR. Tout le monde demande que leur candidat soit... Leur candidat, c'est Faure Gnassingbé. On a vu la majorité silencieuse qui demande que ce soit leur candidat soit Faure Gnassingbé. Donc, il n'y a pas de doute. On ne peut pas dire encore autrement que ce ne soit pas le chef de l'État actuel qui sera le prochain candidat de l'UNI le 25 février au soir. Donc il n'y a même pas à dire là-dessus. Voilà. Il y a une situation qui chagrine un peu les Togolais, certains Togolais. C'est la représentation, c'est-à-dire le nouveau mandat de Faure Gnassingbé. C'est vrai que la Constitution ne lui interdit pas de se présenter, de prendre un énième mandat, mais les chefs d'État étrangers, François Hollande, Ban Ki-moon, ont été clairs sur cette question. Est-ce qu'il va faire un forcing encore ou qu'est-ce qu'ils... On ne sait pas. Non, ce n'est pas un forcing. Les réformes n'ont pas eu lieu. Voilà. Mais c'est ce qui était préconisé, les réformes étaient préconisées. Mais c'était préconisé, ça fait plus de 8 ans que nous sommes en train de chercher ces réformes qui n'arrivent pas. C'est par la mauvaise volonté des politiques des deux côtés. Mais on jette plus l'anathème sur le camp UNIR. Non, parce qu'avec la multitude de scènes qu'on nous a servi au Parlement, on peut... La multitude de scènes, on sait qui a joué le jeu. Vous avez vu la déclaration du CAR qui met la responsabilité sur deux partis au niveau de l'Assemblée nationale. Mais elle accentue plus, elle accentue plus. Mais oui, pourquoi les gens ne peuvent pas? Parce qu'on sait que c'est tel cas. Donc, nous, on s'est dit qu'au moins, si on n'arrive pas à obtenir les réformes, c'est que le problème va demeurer, puisque le chef de l'État, lorsque ce débat s'est arrivé, à Accra, il a dit qu'il va respecter la Constitution en vigueur. Voilà. Donc la Constitution en vigueur, si au moins on avait pu obtenir les réformes, la Constitution qui sera en vigueur, ce sont la Constitution qui a été réformée. Voilà. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne va pas la toucher, c'est-à-dire qu'on n'a pas aux réformes. On ne sait pas, les négociations continuent, on dit que les négociations se poursuivent. Mais pendant ce temps, il y a des partis qui sont déjà en pré-campagne. Voilà, une situation un peu contradictoire. Oui, bien sûr. Et la classe politique togolaise même ne sait que nous servir des conneries, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'en même temps on souhaite ou on demande, on réclame les réformes, qu'en même temps on a commencé les campagnes. Cela donne peut-être raison à ceux-là qui s'opposent carrément à ces réformes-là, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui ne veut pas du tout entendre parler de ces réformes, qui ne fait que nous roubler, qui ne fait que nous faire des jeux à longueur du temps. Mais là aussi, je me dis que le parti au pouvoir manque de bonne volonté. Sinon, si M. Faure Gnassingbé sait que après la mort de son feu père, de Gérard Yadima, et avec tout ce qui s'était passé en 2005, et que c'est l'accord politique global en 2006 qui l'a légitimé, qui a permis à ce que le pays soit apaisé, et qu'on a été aux élections législatives en 2013, d'abord en 2007 accepté par toute la classe politique. En 2010, il n'y avait pas eu de violence comme on le pensait pour la présidentielle, et en plus en 2013 pour les législatives. En réalité, aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, s'il ne nourrit pas cette ambition de s'éterniser au pouvoir, devait quand même passer depuis à opérer ces réformes-là pour donner la tranquillité. La dernière fois, je le suivais aux côtés de M. Alassane Ouattara, disait que Toko, le 21 avril, le Togo ira aux élections, alors que ces problèmes de réforme sont là. Mais de toute façon, moi, je ne reviens plus sur cette question de qu'un disent que cette visite de travail, avec Alassane Ouattara, tant pis. Surtout que moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des élections sans violence, que les vrais résultats des unes sortent. Mais ce qui me chagrine un tout petit peu dans le comportement même du parti au pouvoir, le RPT Uni, c'est que depuis qu'on a dissous le RPT pour le transformer, je ne sais pas, à venir, depuis ce temps, l'Uni a toujours existé avec un bureau provisoire avec 5 membres jusqu'à ce jour. Et l'Uni n'a jamais été au Congrès
pour harmoniser les thèses qui doivent régir. C'est pas un problème. Mais un parti au pouvoir, un parti au pouvoir, avec ça, avec un bureau provisoire, on a plus de députés à l'Assemblée nationale. Mais quand nous sommes dans quel pays? Avec plus un bureau provisoire de 5 membres, je vous dis, 5 membres, on a le plus grand nombre de députés à l'hémicycle. Mais ça ne fait pas du bien quand même pour le pays. Et de cela, ils ne vont pas parler de congrès, ils vont parler justement de convention. Parce qu'ils savent qu'avec des congrès, on doit refaire les thèses, faire un bureau. Normalement, l'UNI doit aller au congrès pour élire un bureau en bonne et due forme. Comme ça, pour donner l'existence juridique véritablement à ce parti-là. Donc, avec tout ce qu'on fait là, on constate que l'UNI, c'est, je ne sais pas quel adjectif faudrait lui attribuer. Et de toute façon, c'est un parti qui ne respecte pas du tout, qui ne respecte rien. Le parti ne respecte pas la Constitution, le parti ne veut pas comment appelle-t-on? Pourquoi on s'en prend au parti? Non, je ne m'en prends pas à l'UNI. Moi, je dis ce qui est réel. L'UNI n'existe pas juridiquement parce que c'est un bureau provisoire qui... Non, mais c'est un bureau provisoire qui est là. L'UNI existe parce qu'il a déposé ses statuts au ministère de l'administration. C'est pas l'UNI seule qui ne fait pas de congrès. Donc, l'UNI est implanté même l'UNI marche dans les pas du RPT. Franchement, il ne faut pas dire que l'UNI est organisé. Non, ce qui veut dire l'UNI marche dans les... Le problème là-bas, c'est la dictature pure et simple. Non, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas... Je dis, on ne peut pas aller à une élection présidentielle avec un bureau provisoire. C'est leur organisation interne. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est l'organisation interne de ce parti. Avec un bureau provisoire. Il y a des partis aussi qui sont comme ça, avec des bureaux qui n'ont jamais été au congrès pour faire leur bureau. Ils sont là. Donc, UNIR s'est organisé de façon interne à marcher ainsi. Et il va aller, il a les bureaux. Un parti présidentiel. Un parti présidentiel, voilà, différent avec les autres. C'est un parti. Je n'ai pas encore vu ça sur la planète Terre. Ah, c'est toi qui n'as pas encore vu ça. Ça, c'est peut-être que ça. Non, peut-être que ça se trouve au Togo. Je suis d'accord, c'est le Togo, les origines. Ailleurs, dans les démocraties, je n'ai jamais vu ça. C'est sa façon de fonctionner. Merci à vous. Je dis merci à Alba Sissaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci également à vous, Jérôme Sassou. C'est un plaisir. Jérôme Sassou, qui est revenu en France. Jérôme Sassou, merci. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Merci à la maison de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour votre émission Le Point. Au revoir.